Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont déjà allés au CDI? Moi, j'y suis allé pour la première fois hier. Et en fait, je trouve que le CDI, c'est vachement inspirant. Limite, quand tu rentres dedans, tu as l'impression d'être plus intelligent. Parce que vous avez plein de livres. Et les livres aussi, ils sont exposés. On dirait presque une pâtisserie avec un coin BD, un coin livre d'histoire géo, un coin livre de sciences, un coin avec les livres de pédagogie, de méthode. Et en fait, quand on rentre dans un CDI, je trouve ça donne envie. Ça donne envie d'aller piocher dans les livres. Vous avez tous les ordinateurs qui sont connectés à Internet, avec donc l'ouverture sur le monde entier. Vous avez avec même toutes les vidéos accessibles sur Internet. Et voilà. Et en fait, quand je vous dis que dans l'environnement, c'est le premier facteur, un des facteurs les plus importants pour apprendre. Rappelez-vous, un bébé il apprend à parler, à marcher, les règles de grammaire, etc. sans avoir un prof. Il apprend tout ça à l'oral grâce à son environnement, grâce à son entourage. Aujourd'hui, c'est toujours pareil. Et le CDI, il symbolise un petit peu cet endroit-là. Et en fait, l'école idéale, ça serait en gros un CDI géant. En plus, dans le CDI, vous avez des petits box pour travailler, où vous pouvez vous regrouper avec les copains, avec un tableau, etc. Et vous pouvez vous motiver pour apprendre, quoi. Et voilà. Et l'environnement, donc, normalement, l'école, elle a pour but de vous proposer le meilleur environnement possible pour devenir mieux, pour devenir plus intelligent. Les pays où il n'y a pas d'école, où le système scolaire il marche pas très bien, on voit bien, c'est souvent des pays les moins avancés, c'est des pays assez pauvres où il y a beaucoup de problèmes. Donc l'école, c'est ce qui permet, en théorie, à un individu, à un être humain, de multiplier, de décupler son potentiel, son intelligence. Alors, on ne dit pas que l'école, elle peut avoir ses limites. Souvent, malheureusement, normalement, quand on se dit ça, on a tous envie de venir à l'école. On se dit, je viens à l'école, je suis un élève, je viens pour m'élever. Donc, m'élever pas dans le ciel, mais m'élever en intelligence, m'élever en compétences. Je fais de l'EPS aussi pour la santé. Donc, normalement, ça devrait nous motiver, quoi. Rien que de savoir ça, rien que de savoir quand je viens à l'école pour devenir plus intelligent. Souvent, ce qui est à la mode, c'est le développement personnel. Donc, vous avez même des coachs de développement personnel. Mais l'école, normalement, elle est censée vous offrir le meilleur cadre. Vous avez des profs diplômés. Un prof, minimum, il a un bac plus 5. Donc, vous imaginez quand même, mais en plus, il passe un concours, un CAPES. Le CAPES, c'est un des concours les plus durs qui existent. Donc, vous avez vraiment normalement, vous avez un cadre, normalement, vraiment, qui favorise justement cette connaissance, cet apprentissage. Vous avez un tableau avec des projecteurs, vous avez des tables, vous avez des chaises, etc. Donc ça, c'est en théorie. Et on pourrait quand même l'améliorer. Par exemple, quand on voit une salle de classe comme ça, juste des chaises bien rangées, puis d'ailleurs, on voit bien en classe souvent, les élèves, ils sont dispersés, ils ont du mal à se concentrer sur ce que dit le prof. Donc, on pourrait améliorer cet environnement pour apprendre. Voilà, et je vous ai dit, des fois, il y a d'autres systèmes pour apprendre, d'autres types d'écoles, souvent des écoles privées, où l'élève, il vient et il se fait son propre programme. Donc, il est autonome, en fait. Et le prof va être là pour l'accompagner. Pédagogie, ça veut dire accompagner l'enfant. Et le prof va être là surtout pour l'accompagner, pour lui faire un retour sur ce qu'il fait. Mais on n'est pas dans un modèle où l'élève vient, il se tait pendant 1 heure, il écoute le prof, il fait les exercices pendant 1 heure. Et voilà, l'élève en fait il vient, il est autonome, il a un manuel, donc et c'est important de choisir un manuel qui donne envie. Et à partir du manuel, il a un plan d'action et il se dit il a le sommaire du manuel et il se dit je me dis que je termine le premier chapitre en 3 semaines par exemple. Et il fait ça avec toutes ces matières. Et donc, quand il vient, le matin, il se dit, aujourd'hui, j'ai plutôt envie de faire des maths, j'ai plutôt envie de faire de la physique chimie, de la histoire géo, etc. Donc, il y a cette liberté. Après, ça veut dire qu'ils doivent être forcément plus responsables. Mais en fait, toute l'école, toute la structure est faite pour que ce soit motivant. Il y a une sorte de marketing de la connaissance. Aujourd'hui, le marketing, c'est on encourage le marketing pour consommer des biens matériels, la publicité, le design, etc. C'est fait pour vous donner envie de consommer des biens matériels. Je veux des nouvelles chaussures, je veux un nouveau vêtement, je veux la dernière voiture, je veux le dernier téléphone, etc. Mais et le problème, c'est que le marketing et la consommation, on est dans une société de consommation, la consommation dans le matériel,
ben, elle n'est pas bien parce qu'on surexploite les ressources naturelles. Et en plus, la surconsommation, ça fait aussi qu'on crée beaucoup de déchets. On surutilise de l'énergie et tout ça, ça crée des déchets. Mais si on transforme cette surconsommation matérielle en une surconsommation culturelle, intellectuelle, mais là, il n'y a plus du tout de problème. Parce que déjà, on peut le développer à l'infini, alors que la consommation matérielle, la production matérielle, elle ne peut pas être développée à l'infini. Il y a un moment où il n'y en aura plus assez de ressources naturelles. À un moment, on va produire trop de déchets. Mais la consommation intellectuelle, la consommation culturelle, la consommation artistique, là, elle peut se développer à l'infini. Et donc, si on a une économie qui se base là-dessus, ça peut être une économie qui va amener une richesse infinie. On n'aura jamais terminé d'inventer un nouvel BD, d'inventer de faire des découvertes en sciences, de faire des découvertes en archéologie. On n'aura jamais fini d'inventer les nouvelles séries Netflix. On n'aura jamais fini d'inventer un nouveau roman. On n'aura jamais fini d'inventer des nouvelles œuvres artistiques. Donc ça, la culture, ça peut vraiment se développer à l'infini. Et voilà, donc c'est quelque chose qui est bien. Mais voilà, à la base, faut être motivé. Et quand vous avez un manuel, à la base, vous pouvez être autonome. Dans le manuel, vous avez tout. Vous avez des documents, vous avez des questions sur les documents, vous avez des cartes, vous avez des chronologies, vous avez des résumés de cours aussi. Vous avez aussi des notions clés. Donc à la base, vous avez des fiches méthodes. Donc à la base, il y en a plein, ils révisent le bac aussi, ils s'achètent des petits livres qui aident à réviser le bac. Voilà, tout ça, c'est une façon de dire qu'on peut être autonome, mais on peut apprendre. Et comme je vous ai dit, un prof, il ne peut pas vous apprendre. Vous êtes les seuls à pouvoir apprendre. Apprendre, ça veut dire prendre, avec son cerveau, une idée, une compétence, une information. Vous l'apprenez, ça veut dire que vous l'avez prise avec votre esprit. Et donc, voilà, vous pouvez toujours apprendre. Et donc, dans l'environnement, c'est ça qui est la première des choses qui nous apprend. Donc l'école est censée nous apprendre au maximum. Donc le prof, il est là pour vous expliquer, il est là pour vous transmettre des choses. Mais voilà, c'est vous qui devez faire l'effort parmi tout ce que vous avez autour de vous, de canaliser votre attention dans ce qui est là, enfin dans ce qui vous apprend. Donc que ce soit le prof qui parle, que ce soit un documentaire que vous voyez, aujourd'hui vous pouvez apprendre tout ce qui est dans votre environnement. Donc le prof, le CDI. Au CDI, vous avez aussi plein des revues. Je sais pas, sur CV Junior, vous avez des revues d'histoire, vous avez des revues de sociologie. Donc tout ça, ça appartient à votre environnement. Vous avez des bibliothèques, vous avez des musées, vous pouvez sortir, vous pouvez voyager. Tout ça, c'est des façons d'apprendre. À condition que on parlait de la conscience en EMC, que vous ayez conscience de qu'est-ce qui va vous enrichir, qu'est-ce qui va vous développer, qu'est-ce qui va vous apprendre et qu'est-ce qui va au contraire vous ralentir, etc. Et dans l'apprentissage, donc voilà, si on arrive à développer un marketing de l'apprentissage, c'est-à-dire des pubs, pas pour acheter la dernière voiture, acheter le dernier téléphone, acheter le dernier iPad ou je sais pas quoi, ou AirPod, mais des pubs pour apprendre, des pubs pour vous dire, voilà, venez apprendre ça, venez vous former. Et d'ailleurs, c'est un business. Il y a beaucoup on voit beaucoup d'écoles, des formations sur Internet, etc. où apprenez la naturopathie, apprenez l'informatique, apprenez, etc. Ouais, devenez plus intelligent. Donc déjà, c'est un business, le marketing des formations. Mais parce que les gens, ils vous vendent les formations. Mais à la base, si on vous donne envie d'apprendre, on vous donne envie, on travaille vachement sur la motivation. Et ensuite, une fois que vous avez envie, là, il n'y a plus de limite. Vous pouvez aller à votre rythme, il n'y a plus de limite. Vous pouvez apprendre autant que vous voulez. Vous pouvez vous enrichir autant que vous voulez. Donc voilà. Donc l'environnement, il a aussi ce rôle de motiver. Souvent, quand on dit aux élèves pourquoi ils viennent à l'école, une des premières raisons qui est ressortie quand j'ai demandé, c'est je viens parce qu'il y a mes amis. Et les amis, l'entourage, ou je viens parce que j'aime bien même tel prof. Et ça, c'est vrai que l'entourage, c'est un des éléments très importants de l'environnement. L'entourage, c'est vos amis, c'est eux qui vont vous motiver. Au CEDI, vous avez des box aussi pour travailler. Donc, vous pouvez vous motiver pour travailler ensemble. L'entourage, c'est des profs qui ont plein de connaissances et qui vont aussi vous expliquer des choses. Donc, ça fait partie aussi de l'environnement. Donc, voilà, l'environnement, vous avez l'école elle-même qui est faite pour favoriser au maximum, même si on voit que là, quand on est dans une salle de classe avec des murs comme ça, c'est pas forcément le plus motivant. La preuve, c'est l'attention des élèves, elle n'est pas toujours au rendez-vous. Mais l'attention des élèves aussi, pourquoi elle n'est pas toujours au rendez-vous? Parce qu'on est dans une société où tout est fait pour capter notre attention aujourd'hui.
Même quand on passe du temps sur les réseaux sociaux, tout est calculé pour pouvoir capter votre attention. Aujourd'hui, une journée, elle dure que 24 heures, et encore, on dort une partie de la journée. Donc, tous ceux qui font du business, ils ont besoin de savoir capter votre attention. Il faut qu'ils captent le maximum d'attention, ce qu'on disait, de temps, de votre temps et d'attention pour que eux, ça puisse leur rapporter. Leur business marche comme ça. Donc, c'est pour ça que quand vous voyez les applis des réseaux sociaux, tout est fait. Il y a des petits bruitages, il y a des trucs rigolos, etc. pour vous passer du temps dessus. Sur YouTube, même les YouTubeurs, ils maîtrisent déjà les règles pour capter l'attention. Ils utilisent, souvent il y a une expression qui est un peu moche qu'on appelle le putaclic. Ça, c'est fait pour capter l'attention. Ils utilisent de la musique quand ils parlent, ils font des vidéos vachement dynamiques. Tout ça, c'est fait pour capter l'attention. Donc, même la publicité dehors, etc. Donc, quand vous avez d'un côté l'école et de l'autre côté toute la société qui a développé plein de systèmes pour capter votre attention, c'est sûr que le prof, il a énormément de mal à se faire écouter, à capter l'attention. Parce que l'école aujourd'hui, entre guillemets, elle est plus compétitive par rapport à tout ce qu'il y a dans la société pour capter l'attention. D'où le fait, et comment on fait pour répondre à ce problème-là? Malheureusement, on va amplifier les contraintes. Si vous n'écoutez pas, vous aurez une punition. Si vous ne venez pas en cours, vous aurez un avertissement, etc. Donc, pour capter l'attention des élèves, on va être de plus en plus dans augmenter la contrainte pour qu'ils cessent et qu'ils écoutent. Sauf que, est-ce que ce ne serait pas mieux de plutôt changer certains aspects de l'école, par exemple, de l'améliorer pour qu'elle soit plus capable de capter l'attention, que les cours soient plus capables de capter l'attention pour se mettre au même niveau que tous les différents secteurs de la société qui captent l'attention. Voilà, plutôt que augmenter la contrainte, augmenter plutôt ce qui pourrait motiver et ce qui pourrait capter l'attention. Sachant qu'à la base, ça sera toujours les élèves, c'est vous qui apprenez, donc ça sera toujours vous qui ferez l'effort en toute conscience pour se dire, voilà, je dois apprendre. Ok? Donc l'environnement, il a un rôle très important. En particulier donc l'école, même si on pourrait, comme on l'a vu, on pourrait l'améliorer, mais après c'est à vous. L'école d'aujourd'hui, c'est les êtres humains qui étaient avant vous qui l'ont construite. D'accord? Donc vous, peut-être que parmi vous, il y en a, ils seront ministres ou ils seront dans un conseil pour améliorer l'école. Ça sera à vous de mettre des idées. Vous de mettre des idées pour dire comment on peut faire pour que l'école il y ait plus de plaisir, comment on peut faire pour qu'elle soit plus efficace, comment faire pour qu'on vienne pas seulement pour voir nos copains, mais aussi parce qu'on a envie d'apprendre, parce qu'on a envie de s'enrichir, etc. Donc, voilà, tout ça, c'est des choses, c'est des défis des prochaines années à venir pour que l'école puisse être un lieu vraiment d'épanouissement. Épanouissement, ça veut dire quoi? Ça veut dire devenir la meilleure chose, la meilleure personne qu'on peut être. Un bouton de fleur, ça n'a pas d'odeur, c'est vert, ça n'a pas beaucoup de couleurs. Quand une fleur s'épanouit, elle a une odeur, elle a une couleur, elle est belle. Il y a du nectar pour que les abeilles viennent et fassent du miel, etc. Donc, le but de l'école, ça serait bien si c'était, et en théorie c'est ça, c'est l'épanouissement, que vous puissiez devenir la meilleure personne que vous puissiez être. Donc voilà, le cadre scolaire, c'est déjà un environnement. Mais c'est pas tout. Comme je vous ai dit, il y a les musées, il y a la bibliothèque, il y a les sorties, il y a les discussions avec les autres. Et il y a parmi cet environnement, il y a votre entourage, donc comme vous l'avez dit. Mais il y a aussi un environnement spécial qu'on appelle l'environnement numérique. Aujourd'hui, on est la moitié de notre vie, elle passe par le numérique. Mais j'ai envie de dire que même si ce numérique, ça n'existait pas il y a quelques années, une immense partie de notre vie aujourd'hui passe par le numérique. Donc vous avez, dans votre apprentissage, vous avez aussi un des environnements importants, c'est votre environnement numérique. On appelle ça l'environnement ou l'espace numérique d'apprentissage. Et vous, dans tout le numérique qui vous entoure, en particulier vos smartphones, mais également la télé, également l'ordinateur, comment faire pour que ce soit propice à vous développer personnellement? Mon téléphone, est-ce que je vais l'utiliser pour faire Candy Crush pendant des heures? Est-ce que je vais l'utiliser pour snapper, raconter ma vie et voir la vie des stars? Ou est-ce que je vais l'utiliser pour m'enrichir au maximum? D'accord? Et là, vous avez énormément de documentaires. On parlait de Netflix, les documentaires de Netflix, voilà, vous pouvez apprendre énormément de choses. Surtout les documentaires. Alors même si, d'un point de vue par un prof, il vous dira toujours, oui, un prof, il vous amène des vraies données vérifiées, etc. Le documentaire, il y a un petit peu l'aspect journalistique qui fait que ça va simplifier certaines choses. Mais malgré tout, le documentaire, il est beaucoup plus capable d'attirer votre attention qu'un cours d'un prof, par exemple. Donc, c'est une très bonne façon d'apprendre. Donc, les documentaires, que ce soit Netflix,
YouTube, vous avez des chaînes avec des documentaires. Je pense à Arte par exemple. Arte, il y a une chaîne Arte. Vous avez des documentaires de société, des documentaires historiques, des documentaires scientifiques, mais vraiment passionnants et qui vont vraiment, qui sont bien faits, quoi, qui vous apprennent plein de choses sur la nutrition, sur la santé, sur la nature, sur l'écologie, etc. Donc voilà, vous avez plein de chaînes YouTube où vous pouvez apprendre. Il y a beaucoup de profs qui mettent leurs cours sur YouTube aussi. Donc ça aussi, c'est un bon moyen pour apprendre. L'espace numérique d'apprentissage, c'est aussi comment je vais gérer les différents logiciels. Les logiciels de traitement de texte, les logiciels par exemple, on vous demande comment on doit faire en EMC un exposé en utilisant des logiciels de diaporama, par exemple, PowerPoint, Slide, etc. Donc ça aussi, c'est d'autres façons d'apprendre. Vous avez aussi votre smartphone avec plein d'applis aussi spéciales pour réviser. Donc il y a les sites internet, il y a les chaînes YouTube, etc. Vous avez des applis qui sont très bien faites. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser votre téléphone, que ce soit des petits jeux éducatifs ou des applis de révision pour encore mieux apprendre. Donc il y a des sites, il y a les chaînes YouTube vidéo, mais il y a aussi les sites pour apprendre. Il y a un site qui est incroyable. Là, j'en profite, je vais vous mettre un petit tri de moi, ce que j'ai fait. Il y a un cours que j'ai appelé S'informer dans le monde du numérique. Et j'ai mis différents sites. D'accord? Donc, vous avez des sites vraiment scolaires, donc pour apprendre le programme scolaire. Vous avez aussi, il y a un site qui s'appelle par exemple Sikana FR. Sikana, je sais pas, il y a personne qui connaît Sikana? Non. Franchement, c'est un site. Le but de cette association, c'est de faire un Wikipédia en vidéo pour apprendre. Et vous avez des tutoriels sur absolument tout ce que vous voulez. Faire du patin à roulettes, faire de la trottinette, faire un jardin potager, faire du yoga, apprendre à dessiner, apprendre à faire la cuisine. Et tout ça, c'est fait avec des vidéos professionnelles qui sont très très bien expliquées, très pédagogiques. Et vous pouvez apprendre, mais absolument ce que vous voulez avec ça. Regardez, je vous mets. Et ils ont la chaîne YouTube, évidemment, c'est dit en vidéo. Hop, si j'ouvre la chaîne, le site, voilà. Apprendre les gestes de premier secours, apprendre l'agriculture urbaine, apprendre à faire des abris pour animaux, apprendre la sécurité routière, apprendre à reproduire les plantes, sur découvrir l'allaitement, apprendre le vélo à un enfant. D'accord? Donc, là, vous avez, parmi l'espace numérique de travail qui peut exister, vous avez un site parmi tant d'autres qui peut vous aider à apprendre. Donc, voilà en ce qui concerne le rôle, l'importance de l'environnement pour apprendre. L'environnement, il y a aussi une chose dont on n'a pas parlé, c'est aussi ce qui va vous apporter la motivation. Souvent, on n'est pas motivé, on est découragé, etc. L'environnement, y compris l'entourage, votre famille, vos amis, vos copains, certains profs, etc., eux, ils vont aussi vous apporter du courage, ils vont vous apporter de la motivation. Donc, c'est important de construire un environnement avec des motivations. Et un élément important, par exemple, pour être motivé, par exemple, c'est d'avoir des objectifs. Le fait d'avoir des objectifs, ça donne un sens à ce qu'on fait. C'est très important de donner un sens à ce qu'on fait. Le problème, des fois, au lycée, on vous apprend, vous avez voilà un emploi du temps, des maths, ensuite de l'histoire géo, ensuite SVT, ensuite physique, chimie, ensuite de la musique, etc. Mais des fois, ça perd un petit peu le sens général. Alors, on vous dit, oui, on étudie pour travailler, pour avoir un bon travail après. Bah oui, ça donne du sens. Mais il y aura plus de sens si, par exemple, vous avez vraiment un projet étudiant ou un projet professionnel derrière. D'accord? Et rien que le fait de m'enrichir, rien que le fait de répondre à ma curiosité, ça aussi, ça donne du sens. Les êtres humains, s'ils sont arrivés là où ils sont aujourd'hui, c'est parce qu'ils avaient une curiosité naturelle. Sinon, les besoins d'un être humain, c'est quoi? Boire, manger, respirer, dormir, éliminer, se reproduire, c'est tout. On aurait pu très bien rester des hommes préhistoriques. Et voilà, mais à un moment donné, sa curiosité a dit, je vais observer la nature, comment ça marche, les graines, etc. Ensuite, ils ont inventé l'agriculture, ils ont inventé des outils, et jusqu'à avoir inventé justement l'iPhone. Donc la curiosité aussi aide à apprendre. Aujourd'hui, un smartphone, il n'y a aucun fil, et pourtant j'ai accès au monde entier. Ça, c'est de la physique. Les ondes, pourquoi? Parce qu'il y a des ondes. Les ondes, pourquoi? Pourtant, elles sont invisibles. Pourtant, tout autour de nous, il y a plein d'ondes. Et un smartphone est capable d'avoir ces ondes, que ce soit pour envoyer un message, que ce soit pour avoir un appel téléphonique, que ce soit pour regarder une vidéo sur YouTube. Donc voilà. L'énergie aussi, c'est de la physique. L'électricité, ça existe dans la nature.
c'est par exemple les éclairs. Les éclairs, c'est des masses de vent, de courant chaud et courant froid ou des gouttelettes dans les nuages, je sais même pas trop. Ça se frotte et ça fait de l'électricité. Et poum, ça fait un éclair. Quand vous frottez une règle et que ça tire vos cheveux, ça aussi c'est de l'électricité. Donc ça existe dans la nature. Les neurones dans le cerveau, là aussi il y a de l'électricité dans le cerveau. L'être humain, pendant des siècles, il n'avait pas domestiqué cette énergie. Une fois qu'on l'a domestiquée, maintenant regardez tout ce qu'on fait avec l'électricité. On peut faire rouler des voitures, on fait marcher des batteries de téléphone, etc. Mais l'électricité, en plus, elle a une capacité que le pétrole et que l'autre ne peut pas faire. Elle est capable de faire qu'on numérise la réalité. Comme je vous ai dit, une partie de la réalité, elle est numérisée aujourd'hui. Elle est numérisée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on transforme le réel en courant électrique. Quand on dit numériser, c'est-à-dire qu'on passe du réel à des numéros. Quand on dit coder, ça veut dire qu'on transforme en numéros. Les premiers numéros, la base du codage, c'est quoi? Vous avez appris 0, 1. 0, le courant passe pas. 1, le courant passe. Et grâce à ça, on a réussi à faire d'abord, c'était juste numériser le son de la voix. Après, c'était numériser les images. Après, c'était numériser et faire des logiciels, faire des jeux vidéo, etc. Donc, et ça, c'est la physique. L'électricité, c'est quoi? C'est des électrons. C'est autant des atomes. D'accord? Et ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas voir si on ne l'apprend pas, parce qu'on ne le voit pas dans la vie de tous les jours. Et c'est les êtres humains qui étaient avant nous qui ont réussi, grâce à leur curiosité, à faire des découvertes. Et maintenant, on en profite pour améliorer notre vie. Aujourd'hui, on parle du virus, coronavirus. Vous imaginez, en un mois, on était capable d'identifier toutes les personnes porteuses du virus. Au Moyen-Âge, la peste, elle a tué en Europe un être humain sur 3. Au début du XXe siècle, après la Première Guerre mondiale, il y a la grippe espagnole, elle a tué plus de monde que la Première Guerre mondiale. D'accord? La Première Guerre mondiale, elle a tué 6 millions de personnes. Juste après, il y a eu une épidémie de ce qu'on appelle la grippe espagnole, elle a tué, j'ai oublié, mais encore plus que ça. D'accord? La plupart des Indiens d'Amérique, ils n'ont pas été tués par les Européens qui les ont massacrés, même s'ils ont fait le plus grand génocide de l'histoire. Ils ont été tués parce que les colons ont ramené un virus, la variole. Et le virus n'existait pas en Amérique. Et du coup, les Indiens ont tous succombé à ce virus-là. Et il y a eu des millions de morts. Des millions de morts. D'accord? Et aujourd'hui, en un mois, grâce au progrès scientifique, déjà d'une part, depuis l'invention, les progrès de la médecine, on a découvert que tout ça c'était des microbes. Vous croyez que quand il y a eu la peste noire, les gens se disaient « Ah, c'est parce qu'on ne s'est pas bien lavé les mains, ah, c'est parce qu'on a été contaminé par une bactérie ou un virus ?» Non. Ils se disaient « C'est juste la malédiction du ciel et c'est tout, c'est bientôt la fin du monde. » Maintenant, quand il y a un virus, très rapidement, déjà, on arrive à l'identifier, on arrive à savoir qui est porteur, etc. On arrive à voir les risques qu'il peut muter, etc. Donc, vous imaginez les progrès qu'on a fait. Tout ça, c'est pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a des êtres humains qui ont observé la nature. Pourquoi? Parce qu'ils étaient curieux. Donc, la curiosité aussi, il ne faut pas la négliger. D'accord? Il n'y a pas seulement parce que je veux avoir un métier. Oui, on a besoin d'un métier. Ça, c'est logique, on a besoin d'un métier. Mais il y a aussi, qu'est-ce que je vais apporter à l'humanité? Comment je vais répondre à ma question? J'ai envie de dire, après, le métier va venir. Ce qui est très important aussi dans votre environnement, c'est que votre environnement, il doit être motivant. Et parmi les choses qui vous motivent, il y a le fait d'avoir un modèle. D'accord? On l'a déjà dit. Le fait d'avoir un modèle qui vous inspire, quelqu'un à qui vous avez envie de ressembler. Ça fait partie des facteurs qui sont importants pour apprendre. D'accord? Ça peut être une star, ça peut être quelqu'un qui existe, enfin un personnage fictif, ça peut être quelqu'un qui a fait des grandes œuvres dans l'humanité, etc. Moi, mes modèles, mon principal modèle réel, c'est Thomas Pesquet. Qui connaît Thomas Pesquet? Voilà, bien joué, c'est qui? Oui, Thomas Pesquet, très bien. Thomas Pesquet, c'est un astronaute français. D'accord? Donc, il est hyper fort, quoi. Et en plus de ça, ce qui est bien avec Thomas Pesquet, pourquoi c'est mon modèle? Donc, à la base, c'est quelqu'un qui est hyper fort, même physiquement, parce que astronautes, ils ont des super bonnes conditions physiques, qui est hyper intelligent. Thomas Pesquet, son métier de base, déjà, c'est pilote de ligne. D'accord? Donc déjà, ça monte le niveau. En plus, il a été sélectionné sur des milliers de personnes. Il avait partie des 4-5 personnes qui ont été sélectionnées, qui ont réussi tous les tests. Et bonjour les tests pour être astronaute. Et voilà. Et en plus de ça, il est très très humain. Il est très pédagogue aussi parce qu'il a le but de vulgariser un petit peu toute la conquête spatiale et les avancées au niveau de l'exploration de l'espace. Donc voilà, je trouve que c'est super. Et au niveau humain aussi, il est très bien.
Thomas Pesquet, il a dit, voilà, il pense que dans la vie, il faut que ceux qui ont eu de la chance à leur naissance, ben, ils ont un peu le devoir d'aider ceux qui n'ont pas eu de chance. Et voilà, donc quand on a dit ça contredit un peu quand on voit des hommes politiques qui disent oui, moi je suis là, c'est grâce à mon travail et les autres c'est des fainéants. Et voilà, et là vous avez quelqu'un qui explose un peu tous les autres parce qu'il a réussi, enfin il est vraiment au top de l'humanité parce qu'il a réussi tout ça. Et qui dit voilà que lui dans sa vie il aimerait bien donner de la chance que lui il a eu et aider les autres. Quand même c'est bien quoi. Il a dit ça en photographiant l'île de Lampedusa, là où il y a toute la misère du monde, tous les migrants du monde, enfin d'Afrique qui veulent venir en Europe, qui sont concentrés et qui vivent dans des conditions assez difficiles, sachant que la Méditerranée c'est devenu un tombeau pour des milliers de personnes. Donc voilà, donc je trouve qu'il est très humain. Et après, comme vous avez dit, mes autres personnes qui m'inspirent, c'est Indiana Jones, Nathan Drake, parce qu'ils ont le côté aventurier, ils sont forts, ils sont sympas, et en même temps ils sont intelligents, et voilà. Donc voilà, donc le rôle de la personne, il faut qu'il y ait une personne qui vous inspire, il faut que vous ayez un mentor. Ça peut être aussi un tonton, une tata, un grand frère, une grande sœur, vos parents, etc. Ok, donc voilà, et tout ça, c'est ce qu'on apprend au collège. Et une fois, je vous ai donné l'exemple de... vous imaginez, vous avez devant vous un buffet avec tous les meilleurs plats du monde. La salade de fruits, des glaces, des gâteaux, des salades, des frites, de la sauce, des lasagnes, des pizzas, des kebabs, tout ce que vous voulez. Eh bien, quand vous voyez ça, vous avez envie de les manger, oui ou non? Si, soyez honnête, ça vous donne envie de manger. D'accord? Qu'est-ce qui te donne? Parce que j'ai pas dit un plat que t'aimes bien. Donc en tout cas, imaginez vos plats de rêve, ça vous donne envie. Maintenant, imaginez que quelqu'un vient et vous menace et vous dit vous êtes obligé de terminer tous les plats. Ben là, vous allez être écœuré au bout d'un moment. Vous pouvez pas. Donc vous passez en gros du paradis à l'enfer. Mais l'école, ça devrait être pareil. L'école, sauf que c'est pas une nourriture physique. L'école, c'est une nourriture culturelle, c'est une nourriture intellectuelle. Vous avez de la littérature, vous avez de l'art plastique, vous avez de l'histoire géo, vous avez des maths, vous avez de la SVT, vous avez de la physique-chimie. Vous avez tout ça pour vous enrichir et pour être le plus intelligent possible. Mais normalement, ça devrait vous donner de l'appétit, ça. Vous devez vous donner, enfin, vous avez envie naturellement. Le problème, c'est qu'on est un peu dans un système où, du coup, non, vous avez des évaluations, vous êtes obligé de venir. Si vous ne finissez pas, vous avez une mauvaise note. Et du coup, ça se transforme en contrainte. Et du coup, au lieu de manger par appétit et de favoriser l'appétit des gens, ça ressemble au gavage des oies. Le gavage des oies, c'est des oies qui ont plus faim et on leur met un tuyau dans la bouche pour leur mettre encore des aliments pour qu'elles développent un foie gras. Un foie gras, c'est un foie qui est malade. Et après, on les tue, on fait du foie gras pour Noël. Et voilà, et le système, l'école, ce qu'on peut reprocher aussi, de temps en temps, c'est qu'au lieu que ce soit quelque chose qui nous motive, souvent, après, il y en a qui ont de l'appétit, il y en a qui sont motivés, heureusement. Mais au lieu de favoriser ça, enfin, c'est ce qu'on devrait favoriser. Donc, si vous inventez l'école de demain, essayez de favoriser l'appétit des élèves. Et du coup, on nous oblige à apprendre tout ça, sans, en perdant un petit peu le sens. Et du coup, on a un cerveau gras au final. Donc voilà, donc faut pas oublier que l'école, c'est quand même grâce à ça comme j'ai dit au début, qu'on est plus intelligent. Il n'y aurait pas eu d'école, on ne pourrait pas être un pays développé, on ne pourrait pas être un pays qui a lutté contre les virus, etc. Donc l'école, on lui doit bien ça, on lui doit le fait que c'est la meilleure pour l'instant, on n'a rien trouvé de mieux pour l'instant. Enfin, on peut trouver mieux, mais de façon massive, on n'a rien trouvé de mieux pour rendre les êtres humains plus intelligents. C'est comme une boîte où vous rentrez dedans à 6 ans et vous sortez dedans à 18 ans et vous avez été plus intelligent. Et après, il y a les études supérieures. Donc voilà, mais elle peut être encore plus efficace. Elle peut, je pense, être encore plus on pourrait apprendre avec plus de plaisir, etc. D'accord? Qu'est-ce que j'ai pas dit sur l'environnement? L'environnement doit nous donner envie d'apprendre, doit nous donner du courage, il doit nous donner aussi les moyens pour apprendre. D'accord? Les sens principaux pour apprendre, c'est l'ouïe et la vue. Comment on interagit avec son environnement, comment on capte l'environnement, c'est nos 5 sens. Et les premiers sens pour apprendre, je l'avais déjà dit, c'est l'ouïe et la vue. Donc c'est les 2 sens favorisés pour apprendre. Hop. Et voilà. Est-ce que vous avez des remarques? Si vous n'avez pas de remarques, je peux vous donner des liens que je mettrai en description de la vidéo vers
des vidéos hyper intéressantes qui vous donnent aussi envie d'apprendre, qui vous expliquent un peu comment fonctionne le cerveau. Oui. Mais monsieur, on ne peut pas changer l'école comme on veut. Ben, quand vous faites les blocus, vous êtes déjà en train de changer des choses. Vous êtes déjà en train de montrer que en s'organisant, en s'organisant avec le poids du nombre, etc., vous avez déjà un impact. Et moi, c'est ce que j'ai dit aux premières qui font un blocus. Je leur ai dit, ben d'accord, c'est bien joli, vous faites un blocus. Bon, bah, c'est bien, vous voulez pas faire les épreuves de E3, etc. Mais qu'est-ce que vous proposez en échange? Je dis, pourquoi, si vous n'aimez pas le système, pourquoi vous avez le droit, vous créez une association, vous vous associez avec certains profs, vous créez une association, vous créez une école par les élèves, pour les élèves. Et là, vous allez mettre, après, il faut être motivé, il faut être sincère, il ne faut pas se dire, ah, je fais ça pour rien faire. Non, vous pouvez, et là, vous allez inventer un système qui va être fait par vous, avec des conseils des profs, qui sont quand même des professionnels, qui ont appris la pédagogie pendant leur formation, qui ont appris aussi comment fonctionnait le cerveau, etc. Et là, vous pouvez créer, monter une association. Il y a plein d'écoles privées qui marchent comme ça. Donc ça peut être ça. Ça peut être par l'intermédiaire d'une association. Mais après, l'idée, ça serait déjà de la conceptualiser. Et on en a déjà parlé en EMC. Souvent, on parle de ce débat-là. Un jour, en EMC, on pourrait faire ça. On pourrait faire comment inventer l'école de demain. Adapté à la société d'aujourd'hui. Donc, c'est une très bonne question qui pourrait réellement être le meilleur environnement, qui concentrerait toutes les bonnes choses de point de vue motivation, de point de vue matériel, de point de vue entourage, pour au maximum maximiser l'apprentissage. Et j'ai terminé. Je vous remercie de votre écoute.